Alors, les pionniers, c'est ceux qui ont osé. C'est ceux qui étaient les meilleurs ou pas, mais un jour, ils ont franchi le pas, ils ont osé. Pour faire une rachis, il y a une chose toute simple, c'est qu'il faut arriver à faire une ponction lombaire. La ponction lombaire, bien sûr, vous me direz, c'est forcément Quinn qui l'a fait, on a tous lu ça, on a tous appris ça. Je suis désolé, c'est déjà faux, parce que si vous regardez ici, en février 89, c'est-à-dire 3 mois avant Quinn, Winter avait fait la première ponction lombaire. Il avait dénudé jusqu'à Durner, il avait mis une canule de Soutet comme ceci, ces canules qui servaient à drainer les œdèmes des insuffisants cardiaques, et fait sa première rachis. Malheureusement pour lui, l'enfant avait quelques années, c'était une méningite infectieuse d'origine auriculaire, l'enfant n'a pas survécu. Quinn, 3 mois plus tard, fait sa première ponction lombaire. À l'époque, on cherchait à diminuer la pression, à soutirer du LCR pour essayer de guérir les méningites. Il a fait sa ponction lombaire chez un petit enfant de 3-4 ans, qui avait une méningite dont on ne connaît pas l'origine, qui a été ponctionné 3 jours de suite, et chance en plus, l'enfant a guéri. Donc c'était très exceptionnel, ce qui a permis de faire la réputation de Quinn, et ce qui fait que nous avons tous un peu oublié M. Winter. Mais finalement, nous anesthésistes, Winter ne nous apportait pas grand-chose, parce qu'avec ses canules percées, on ne pouvait pas injecter les produits. Alors, bon, c'est pas à vous que j'apprendrai qui était Auguste Beer, mais Auguste Beer, dont on a republié et traduit son article, a vraiment tout décrit dans son article original. Il a commencé par faire sa première rachis, c'était le 16 août 1898, sur un patient costaud qui ne supportait plus les anesthésies générales pour une arthrite tuberculeuse du genou, ça marchait, il en a fait 6 autres, et puis un soir, en fin d'après-midi, il se décide, il montre son dos à Hildenbrand. Hildenbrand, c'est un assistant qui a 30 ans, 8 ans de moins que son mentor. Vous vous rappelez, dans nos études, nos aînés de 8 ans, c'était des sacrés personnages. Donc, Hildenbrand fait sa rachis, une petite locale à la Schleich, il pique bien, une petite paresthésie, le LCR s'écoule. Malheureusement, au moment de mettre la seringue de Pravaz, le raccord me se fait mal, la cocaïne part, le LCR part, et la rachis est un échec. Beer dit à ce moment-là, c'est pas grave, on va recommencer dans 4-5 jours, mais Hildenbrand, qui est un peu confus, tourne, se déshabille et montre son dos à Beer. Beer est habile, il fait sa rachis anesthésie, ça marche très bien, au bout de 5 à 10 minutes, les jambes s'engourdissent un peu, et donc ils vont faire des tests. Des tests tout simples que l'on fait actuellement dans tous les laboratoires. On prend un cigare allumé, on brûle la peau, merveilleux, Hildenbrand ne manifeste pas de douleur. Alors on essaye avec une aiguille qu'on enfonce jusqu'au fémur, toujours pas de douleur. On lui arrache les poils du pubis, ça fait pas mal. Mais par contre, ceux du torse au-dessus des mamans, ça fait mal. Alors après, ils vont encore beaucoup plus loin, ils lui prennent les testicules, les tournent les bras, ils lui prennent un marteau en fer et tapent le tibia avec. Toujours pas de douleur. C'est merveilleux, au bout de 45 minutes, les effets sont passés. Ils vont rentrer, c'est le soir, je vous l'ai dit, ils rentrent chez eux, le schnapps et les cigares coulent à flot, bien sûr, ils refont le monde, comme on a tous fait certains jours, et ils vont se coucher. Pour Hildenbrand, dans la nuit, il est réveillé par une forte nausée, des céphalées épouvantables. Mais le lendemain matin, il arrive quand même à aller travailler en marchant difficilement, parce que les testicules écrasés et les tibias martelés, c'est difficile pour marcher. Alors que Beer a passé une assez bonne nuit. Il a passé une bonne nuit, mais le matin, il se sent en forme, il se dit qu'il va faire une petite promenade pour se détendre. Et puis au bout d'1 heure de promenade, il commence à avoir mal de tête. Il est obligé de s'aliter. Ces maux de tête vont durer pendant 9 jours avant qu'il ne puisse reprendre ses activités normalement. Donc quand vous relisez cet article, finalement, toute l'histoire de l'anesthésie, pratiquement, est dans cet article, y compris la pédiatrie. Alors, bien sûr, les Allemands ont dit, c'est pas Beer qui a inventé, c'est nous. C'est Corning qui avait inventé, qui a publié en 1885. Et je dirais qu'il y a eu presque un siècle où la discussion s'est faite entre qui a fait, c'est Beer, est-ce que c'est Corning? Et puis j'ai suivi assez longtemps, mais plus maintenant, l'opinion de Gertie Marx, qui par ce tableau montre qu'effectivement,
Il y a de la présence de LCR chez Mir, pas chez Corning. La dose est faible, la dose est importante, le délai d'action est court, le délai d'action est long. Donc, bien sûr, c'est certain, il a fait une pseudo-péridurale. D'ailleurs, dans son article, Corning reconnaît que ce qu'il cherche, c'est une diffusion de l'anesthésie locale par voie hématogène vers la main. Donc, jusque-là, tranquille. Il ne faut jamais trop lire. Mais il existe ce livre qui a été un peu oublié par beaucoup d'auteurs parce qu'en fait, il ne parle pas directement, le terme de rachis n'intervient pas dedans. Mais dans le chapitre 13 ou 14, Corning raconte toutes ses expériences. Et il a changé d'avis. Corning, il sait que maintenant, il faut injecter dans le LCR. Ça, il l'a compris, il l'a intégré. Et puis, j'ai pris ces images parce que quand on montre des photos de rachis, on montre toujours cette photo sans explication. Et heureusement, dans ce livre, l'explication, elle est là. Pour être sûr de rentrer dans le canal rachidien sans faire de dégâts, eh bien, il piquait en deux temps. Dans un premier temps, il avait le contact de la transverse, il mettait son petit curseur, il le fixait, il sortait son aiguille, il retirait son curseur de 2-3 mm, et il repiquait en médian, et il se retrouvait à ce moment-là tranquille, il ne risquait pas de toucher les fibres nerveuses. Malheureusement, ça a marché une fois ou deux, mais ça ne marchait pas vraiment. Alors, il a relu le livre de Mitchell. Mitchell, c'était un neurologue qui avait écrit un ouvrage très connu à l'époque aux États-Unis. Et Mitchell racontait comment il avait piqué avec des aiguilles très fines des fibres de cobaye ou de cochon, je ne sais plus, et qu'il y avait eu un petit hématome, mais que finalement, à distance, il n'y avait pas eu de séquelles. Et donc, à ce moment-là, Corning change, et on a oublié de nous montrer cette aiguille, utilise une aiguille qui est très fine, et il est obligé pour passer la peau d'avoir un introducteur, et à ce moment-là, il va dans le LCR. Effectivement, les anesthésies qu'il décrit dans cet ouvrage sont des rachianesthésies. Le problème, et c'est étonnant pour un type aussi brillant que Corning, c'est que jamais, jamais, il a pensé que le retour de LCR pouvait être un signe fondamental. C'est extraordinaire. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que l'évolution des idées s'est faite aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, et puis aussi en France. Et j'ai pris cette phrase de Chipeau qui était aussi un neurologue. Vous voyez que c'est encore avant Beer, on est en 97, et il s'oppose un peu aux idées de Quinn qui étaient de soutirer du LCR, pour dire qu'en fait, la ponction lombaire, l'idéal serait qu'on puisse injecter des choses dans l'espace, différentes thérapeutiques, pour soigner les patients. Alors, ça va déboucher sur quoi? Sur les opiacés, bien sûr. On peut injecter en rachis dès 1901. Matas, bon, suivant les auteurs, c'est le premier. Apparemment, il semble que ce soit Kitawaga, qui est d'ailleurs mal souvent orthographié dans beaucoup de livres actuellement. Kitawaga, dont un de ses admirateurs a fait ressortir l'article traduit, parce que je n'arrive pas à lire le japonais, mais traduit en anglais, où il raconte très bien comment il a injecté, c'est en 1901, il a injecté de la morphine à un patient. Quelle quantité de morphine on peut injecter à un patient en rachianesthésie? Vous en avez sans doute tous fait. 10 mg, carrément. 10 mg, le patient a été soulagé pendant plus de 36 heures, il a survécu, pas de dépression respiratoire. Ça impressionne, c'est 100 fois de dose. Oui, mais quand on relit l'article, on retrouve déjà que c'est un patient qui souffrait, qui avait des doses de morphine énormes passées par voie parentérale, et ce qui explique qu'il ait cette accoutumance à la mort. Monsieur Meltzer, peu de gens en ont entendu parler, et pourtant, moi, je lui sais une grande affection. D'abord, c'est un monsieur qui a réussi à travailler pendant 18 ans avec son gendre, ce qui est assez rare, sans colère, et Meltzer a pensé que finalement, la ponction lombaire permettrait peut-être d'injecter du sérum antitétanique, ça n'a pas marché, mais d'injecter du magnésium en rachianesthésie pour traiter les tétanos. Les doses injectées sont énormes puisqu'ils injectent entre 300 et 400 mg de magnésium. Ça a bien marché, effectivement, les crises convulsives cessent, les patients se relâchent, surtout les patients n'ont pas mal. Il y en a qui sont morts du tétanos, quelques-uns sont morts quand même d'un encombrement bronchique parce qu'effectivement il y avait malgré tout une dépression respiratoire et puis une perte des réflexes de tout. Mais il y a eu une petite dizaine d'articles publiés par Meltzer et d'autres sur ce thème au début du siècle.
Et ils sont arrivés, quand on fait la moyenne de ces articles, on a une mortalité qui est de l'ordre de 47%, alors qu'avant, elle était de 67 à 70%. Donc il y a eu un gros progrès. Et moi, je me suis vraiment intéressé donc, à cet article, parce que si vous regardez, le magnésium actuellement est toujours dans l'air du temps, rachianesthésie. On a montré que ça baissait dans l'LCR, qu'on pouvait en injecter dans l'LCR, 50 mg, hein, pas 300 mg. Et c'est en 96 qu'on a vu, en 2006, donc 100 ans après l'article de Metzer, qu'on a reparlé du magnésium en rachis. Il y a eu 100 ans d'étranglement. Mais pourtant, ça se faisait déjà, ça c'est dans le livre de Lardenois sur l'anesthésie en chirurgie ancienne et nouvelle méthode. Apparemment, voir son style, le magnésium c'est plutôt ancienne méthode, mais vous voyez, on injecte ce vulgaire sulfate de magnésie ou ce bon sel de Selzitz, c'est du sulfate de magnésium. Et ça c'est une jeune femme que vous voyez ici, opérée par Lardenois qui est ici. C'est une appendicite opérée 7 jours après la crise aiguë. Elle n'a pas l'air de trop souffrir au milieu de ses hommes. Ne vous trompez pas, ce ne sont pas les propres enfants de Kreis. C'est simplement, Kreis, lui, il a pensé qu'on pouvait faire des rachianesthésies pour les accouchements. C'était le premier à faire ça. C'était un chirurgien qui travaillait à Bâle. En France aussi, peu de temps après, vous avez Doléris et Malartic sur lequel on a malheureusement peu de documentation, qui ont fait eux aussi des rachimorphines. Et dans certaines régions, peut-être pas en France, mais dans beaucoup de pays, la rachianesthésie a toujours. Ça par contre, c'est la petite fille, la fille de Bainbridge. Bainbridge, vous connaissez tous sur la rachis, le réflexe de Bainbridge, mais ce qu'il a fait surtout, c'est qu'il a été le premier à faire des rachianesthésies chez l'enfant. Alors le premier c'est faux, puisque Beer avait déjà anesthésié un enfant de 12 ans. Mais lui, il a dans sa série, dans la première série publiée, il y a un bébé de 3 mois, un bébé de 3 mois qui est en occlusion sur un hernie inguinale étranglée, et il explique bien que vouloir l'anesthésie au chloroforme, c'est le tuer. Il fait une rachis, l'enfant survit. Alors maintenant qu'on a eu tous ces pionniers, tous ces gens qui ont foncé un petit peu tête baissée, il y a ceux qui ont codifié, ceux qui ont fait que l'anesthésie rachidienne puisse être sereine. Parmi eux, c'est Théodore Tuffier. Théodore Tuffier, pour une fois, fait l'unanimité. Il a eu de très nombreux élèves comme Ted Matas aux États-Unis, et puis d'autres encore qui sont venus apprendre chez lui. Partout en France et en Europe, il était réputé. Vous connaissez forcément Tuffier, si vous avez fait une rachis, parce que la ligne, ici, la ligne des épineuses, qui nous permet de trouver L4, L5, c'est Tuffier qui l'a décrit. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ait peut-être perdu cette habitude de ponction latérale et non pas médiane, parce que finalement, à chaque fois qu'on n'arrive pas en médian et qu'on essaye en latéral, on s'aperçoit que c'est finalement assez facile. Alors, il piquait toujours au départ en position assise, puis il s'est mis à adopter aussi la position allongée, qui chez certains patients fragiles ou fatigués était quand même préférable. Mais vous remarquerez, ça c'est des photos de Lejars, donc c'est 20 ans plus tard, mais vous remarquez qu'on n'a toujours pas de masque, on n'a toujours pas de gants pour piquer les rachianesthésies. J'ai beaucoup aimé cette thèse de M. Chandard, c'est un élève de Chaput qui a fait une thèse en 1911, comme à l'ancienne, avec toutes les expériences, tous les chiffres, etc., mais qui est assez fabuleuse parce qu'il nous donne essentiellement les traitements. Il nous donne aussi des renseignements qui nous manquent souvent dans les papiers sur la puissance des anesthésiques locaux. Et par exemple, dans ce papier, on découvre bien, ce qu'on voit aussi déjà dans les travaux de Beer, etc., mais qui n'est pas toujours très net, c'est que la cocaïne, on n'a pas de bloc moteur, c'est un bloc purement sensitif, et encore, je dirais, presque purement antalgique, on n'a pas de bloc moteur, ce qui explique qu'on ait fait aussi facilement des rachis à la cocaïne, ce qui nous surprend. La procaïne, c'est un petit bloc moteur, mais pas très puissant. Par contre, la storaïne de notre ami Fourneau, c'est vraiment un bloc moteur puissant, ce qui expliquera le choix de certains médecins par la suite. Alors vous voyez, c'est facile, hein, quand vous faites une rachis, alimentation normale, il pensait déjà à perfuser un peu, soit par voie rectale, qui était quand même la voie la plus simple, et puis en cas de problème ou en prémédication, caféine, strychnine, sparnéine, et comme toujours, café et vin si besoin. Je vous rappelle qu'à l'époque, on voit quelques papiers où on parle des lavements, des perfusions rectales avec du whisky.
pour essayer de récupérer des patients choqués en post-opératoire. Ce qui reste peut-être de ça, c'est la position de Trendelenburg 20 minutes après, le temps que l'anesthésie soit fixée. On va déjà se rendre compte des problèmes de gravité. Le décubitus post-opératoire plusieurs jours, c'est quelque chose que nous avons totalement abandonné. Alors là, je rejoins un peu ce que disait Kreil. Vous savez que quand même, la douleur était une donnée, n'est devenue une donnée réelle qu'au début du 19e siècle. Avant, ce n'était qu'un sentiment. Et Kreil, au début du siècle, a écrit un petit livre qui s'appelle Anossie Association, où il prône l'utilisation de l'anesthésie locale avec une anesthésie générale, parce qu'il est important que le patient ne voit pas. Eh bien, pour l'arachide, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas que le patient voie. Donc, vous voyez, il y a toujours un drap qui couvre sa tête, et en position de taille, eh bien, c'est l'infirmière qui tient un linge pour qu'il ne puisse pas voir. C'est quelque chose d'important. C'est le seul moyen d'avoir une anesthésie complète à leur époque. Alors, puisqu'on parle d'anesthésie complète, c'est l'arachanesthésie générale. Pourquoi est-ce que le filiatre a fait ce type d'anesthésie? Parce qu'il était médecin des prisons, qu'il n'avait pas d'assistant et qu'il ne se sentait pas capable de faire des anesthésies générales sans risque. Donc, il a codifié une technique qui est toute simple. Il ponctionne très bas, en S5. Il fait la technique de barbotage, c'est-à-dire que par 5 fois, il remplit sa seringue d'anesthésie locale avec du LCR, qu'il injecte, qu'il réaspire et qu'il réinjecte. Et surtout, ce qui peut nous paraître étonnant, c'est qu'il utilise encore de la cocaïne, alors que nous sommes 20 ans après, et que la plupart des autres praticiens sont passés au moins à la procaïne. Mais c'est là que j'ai compris en lisant Schambach, c'est que là, il n'y a pas de risque de dépression respiratoire, en fait, ou très peu de risque de dépression respiratoire, et il fait toute la chirurgie jusqu'au cou avec sa rachianesthésie générale. Une autre personne dont on a beaucoup parlé, c'est Ionesco, chirurgien mi-roumain, mi-français, qui lui faisait des rachis plutôt segmentaires, je dirais, en piquant cervical, ici, en dorsal, en dorsolombaire ou en lombaire, et suivant le niveau, il injectait plus ou moins d'anesthésique locale. Ce qui est un petit peu difficile à comprendre lorsqu'il doit piquer là-haut, c'est qu'il utilise la stovaïne avec un bloc moteur important. C'est pour ça que quand on regarde les travaux de Ionesco, ce qu'il a publié, ça marche toujours bien, il n'y a pas d'accident. Quand on prend les autres papiers, il y a pas mal de publications sur décès avec la technique de Ionesco, j'ai abandonné la technique parce que je la trouve trop dangereuse, etc. Le vrai problème qu'on commence à aborder entre l'anesthésie générale, la position assise, etc., c'est le contrôle du niveau d'anesthésie. Le premier qui est pensé, c'est un Anglais, il faut quand même qu'on parle des Anglais de temps en temps, c'est Barker. Et Barker a eu l'idée simple de faire un tube de verre avec les courbes en prenant les lordoses et les syphoses de la colonne. Dans ce tube de verre, il est possible d'injecter un produit quelconque et de voir, en fonction de la position, comment ce produit se déplace. Et donc c'est le premier, où on voit, suivant que la solution est hypo, eh bien ça va monter. Si au contraire elle est hyper, elle va descendre très bas. Et si elle est proche, pas tout à fait iso, elle va rester pratiquement, descendre un peu, puisqu'elle est toujours un peu plus lourde, mais pas beaucoup. Donc ça nous permet déjà, on entrevoit la notion de gravité. Et c'est là que par contre, bon, quand on écrit l'histoire, on est peut-être un peu partial, parce que j'aime beaucoup Pitkin, je pense qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Et Pitkin, c'est lui qui a vraiment mis ça, qui est allé dans cette idée à fond, et nous a permis finalement de tous faire des anesthésies sans prendre de risques, quels que soient nos talents, j'allais dire, quelles que soient nos connaissances. Et il a mis au point deux produits, c'est la spinocaïne, donc c'est toujours avec la procaïne, elle est hypobare, grâce à l'alcool. La pâte d'amidon, c'est juste pour améliorer la viscosité. Ça, c'est ce qu'il utilise presque tout le temps. Donc, ça nécessite d'avoir des patients à Trendelenburg. Donc, en obstétrique, c'est pas terrible de mettre une femme qui accouche en position de Trendelenburg. Donc, il a fait la gravicaïne, qui est la version hyperbare. Et ce qui est quand même génial, c'est un outil dont plus personne ne connaît le nom. Il a inventé le tiltomètre. Moi, j'en ai utilisé des tiltomètres, parce que je suis vieux. Qu'est-ce que c'est que le tiltomètre? Le tiltomètre, c'est ce petit engin-là. C'est une simple mesure d'angle. Donc, vous savez que si vous voulez faire
Si vous voulez, en fonction de la zone d'anesthésie que vous recherchez, ici on est avec une technique hypobar, eh bien vous aurez une inclinaison dont l'angle sera prédéterminé, vous aurez un résultat qui est cohérent, qui est répétable. C'est vraiment un beau progrès. Alors il a voulu aller plus loin dans la simplification, et là ça a un peu moins bien marché. C'est lorsqu'il a fait sa seringue automatique, son super typtomètre, avec une solution toujours hypobar avec de l'alcool, ça c'est la viscosité. Il rajoute de l'éphédrine plus la supravénine, c'est-à-dire de l'adrénaline. Je me demande pas pourquoi. Mais alors ce qui est amusant, c'est que vous voyez, ici vous avez les interspaces. Donc si vous piquez en L2 par exemple, parce qu'on vous a dit telle chirurgie, vous piquez en L2 en mettant tel degré d'inclinaison, eh bien vous ne vous cassez pas la tête, vous vous remplissez jusqu'ici. Si vous piquez en L4, vous ne remplissez que jusqu'ici. C'est effectivement simple, peut-être un peu trop simpliste pour nous attirer vraiment. Dans les années 20 aussi, c'est un énorme progrès pour l'arraché-anesthésie, c'est l'éphédrine. L'éphédrine, on en connaît ses principes depuis plus de 5000 ans dans la médecine chinoise, mais elle n'a vraiment été synthétisée qu'au début des années 20. Et l'éphédrine, ça permet effectivement de contrôler la tension. Alors voilà, dans cette étude de 1928, l'idéal pour les promoteurs de la technique, c'est de la faire un quart d'heure avant l'arrachie, en sous-cutané. Et vous voyez que la tension monte, mais elle se maintient à son niveau normal tout le temps. Lorsque on ne l'a pas fait avant, mais qu'on veut la faire après, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à contrôler la tension. Elle monte peut-être un peu plus que ce que l'on veut. C'était des principes de l'époque. Par contre, quand on ne fait pas d'éphédrine, eh ben, on a la chute de tension que vous connaissez tous. Donc ça a été vraiment un gros progrès. Et pour cette période, des gens qui ont vraiment fait beaucoup pour l'anesthésie, on est obligé de citer Nicolas Green. Nicolas Green, c'est l'ancien éditeur en chef d'anesthésiologie. C'est quand même le monsieur, j'ai vu que l'année dernière à l'ASFAR, on en parlait de la médecine périopératoire, mais c'est pas une année, c'est pas 2013, la médecine périopératoire, c'est un terme que Green a déjà utilisé en 80-30. Et Green, il a surtout écrit un livre qui a été longtemps mon livre de chevet, la physiologie de l'anesthésie spinale, et qui est vraiment un livre très complet, écrit en 58, qui a eu 5 éditions suivantes. Celle-là, ça doit être celle de 76, la plus récente, parce que j'ai du mal à retrouver. Bon, on a réglé l'essentiel de l'anesthésie, on sait contrôler son anesthésie. Mais on a de la procaïne, de la cocaïne ou de la soréine, c'est une petite heure d'anesthésie, 3 quarts d'heure, c'est chirurgien plus rapide, mais on ne peut pas faire grand-chose. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut prolonger l'anesthésie? Alors voilà 3 personnes que vous connaissez, 2 au moins, que vous connaissez bien, c'est 3 noms célèbres. Tous les médecins, voire toutes les personnes pratiquement maintenant, connaissent le nom d'Apgar, le score d'Apgar. On connaît, c'était Virginie Apgar, une anesthésiste. Thuy, tous les anesthésistes, un jour ou l'autre, ont une aiguille de Thuy entre les mains. Lehmann est un peu moins connu, et pourtant c'est à lui que nous devons l'arrachie continue. Ces 3 personnes ont en commun d'avoir été les premiers à vraiment travailler sur l'arrachie anesthésie continue. Or, Lehmann, c'était simple, il utilisait des aiguilles de Kirchner, je vous en montrerai une plus tard, qu'on mettait, et surtout il avait mis au point un matelas spécial qui permettait de laisser l'aiguille en place et raccorder à un petit tuyau et on injectait par la seringue. On peut utiliser ce processus pour toutes les positions chirurgicales. Donc on voit ici, au départ, la position de la ponction, l'aiguille est en place, suivant la position de taille, décubitus latéral, décubitus ventral, l'aiguille peut toujours être mise en place. Par contre, je vais diverger un peu avec ce que vous avez écrit à un moment donné, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'était l'aiguille malléable qu'il utilisait. Parce que l'aiguille malléable, est-ce que c'est une aiguille qui est raide et qu'on tourne à 90 degrés ensuite pour pas qu'elle se fixe? En fait, non. La seule image que j'ai vue, la seule description à peu près qu'on trouve, c'est toujours avec Virginie Apgar. Ça, c'était sa trousse d'anesthésie continue. Elle partait avec elle. Vous voyez la seringue, la tubulure, etc. Et vous voyez ici un petit engin qui a une partie protégée, qui est la lame pour faire le pré-trou. Et en fait, son aiguille malléable, c'est simplement une aiguille avec un taux d'argent très important qui est un peu souple, mais qui n'est pas, qu'on ne peut pas tordre comme je l'ai longtemps imaginé. Elle est simplement un peu souple, ce qui évite s'il y a des mouvements sur l'extrémité de l'aiguille, s'il y a des mouvements à ce niveau-là, ce qui évite à l'aiguille de se déplacer vis-à-vis de trucs. Mais c'est pas du tout, on n'appuie pas pour être dans le bon sens.
Et d'ailleurs, si vous regardez ces aiguilles, elles ne sont pas très rectilignes encore. Au début, c'était les aiguilles de Kirchner, et puis après, ils ont opté pour des aiguilles coniques avec un trou latéral. Ça c'est en 1942, ça résume tout ce que pouvait être l'arachide continue bien faite. C'est signé SR, c'est Samuel Rochberg qui était un assistant de Virginie Apgar, et vous voyez l'intervention prévue, c'est une colectomie qui est faite. Il perfusait déjà, même ça c'était à l'époque en 1942, c'est un peu étonnant. On surveille la tension, on surveille le pouls. Ce n'est pas une anesthésie continue comme nous l'entendons, mais on fait une anesthésie itérative et même un peu titrée, puisque ce sont des réinjections de procaïne, 150, 100, 50, 50, 50, vous voyez, où on suit. Là, ils avaient un peu baissé parce que la tension avait baissé, et on traite avec de l'éphédrine. Manque de chance, le patient ne répond pas à l'éphédrine, et sans attendre trop longtemps, on injecte de l'adrénaline. C'est vraiment, on s'aperçoit qu'il y avait quand même une maîtrise parfaite de cette rachianesthésie continue. Alors, venons-en à notre capitaine Thury qui a utilisé l'aiguille de Huber, qu'on connaît bien maintenant depuis qu'on met des chambres implantables, pour mettre en place des cathéters. Donc c'est des aiguilles assez grosses, 15 ou 16 gauches, et les sondes urétérales qu'il mettait, c'était du 4F ou du 3F et demi. Ça ne doit pas être très agréable à avoir dans le dos. Alors, est-ce que Thury a fait une péridurale un jour? Non, il n'a jamais fait de péridurale, il n'a fait que de l'arachide continue. Et c'est en fait Martin Martinez-Curbelo qui est allé voir Thury, qui a trouvé que l'idée de son aiguille était pas mal, et qui a fait la même chose, mais en péridurale. C'est à lui que nous devons pouvoir faire des cathétérismes périduraux. Un autre moyen, bien sûr, de prolonger la rachianesthésie, c'est l'industrie qui nous a donné de nouvelles drogues. On a vu apparaître la nupercaïne vers les années 30, mais vraiment utilisée que vers les années 40. Et puis la pontocaïne ou tétracaïne qui a été utilisée à partir à partir des années 40-42, je dirais. Et vous voyez que de la procaïne, on passe à 1 heure, là on a 2 à 3 heures d'anesthésie. La nupercaïne, qui était très irritante, n'aura pas une longue carrière. Par contre, la pontocaïne a duré jusque dans les années 80. Et je crois qu'encore, dans quelques coins un peu reculés des États-Unis, comme il en reste, elle est toujours utilisée. Voilà. Pour l'autre moyen de prolonger la rachianesthésie, c'était d'injecter dans le LCR une solution avec de l'épinéphrine, c'est-à-dire de l'adrénaline. Ça a augmenté un petit peu, mais c'est une technique qui est assez vite tombée en désuétude. Alors ça, bon, ça date de Genève 73, mais c'est déjà des vieux plateaux. Vous voyez ce qu'était le plateau de rachis à l'époque. On retrouve les aiguilles de rachis, ces aiguilles de Green, un mandrin de Pitkin, la seringue pour faire la rachis, la seringue pour faire l'anesthésie locale avec la procaïne, l'adrénaline, la tétracaïne et le glucose à 10% pour faire sa propre gravité, on mélangeait une certaine quantité de pontocaïne, une certaine quantité de sucre pour avoir des solutions plus ou moins concentrées, puis on travaillait beaucoup avec la manivelle pour la position. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de seringue autocassable, il fallait toujours une lime dans les plateaux stérilisés. L'autre problème, maintenant qu'on a réglé le problème du continu, c'est les céphalées. Alors les céphalées, c'est connu depuis le départ, et c'est caractéristique parce qu'on a 2 céphalées, celle d'Hildenbrand et celle de Beer. Celle de Beer, on la connaît bien, c'est la perte de LCR. C'est là qu'on va retrouver les travaux d'Athanase Sicard, dans son livre qui s'appelle Le liquide céphalorachidien. Et puis surtout, j'aime bien, il est moins connu, c'est Hoyt qui a fait une aiguille un peu particulière. Et puis de l'autre côté, c'était les céphalées par hypertension du LCR. Je vous rappelle que la cocaïne était très vasoconstricteur, c'est ce qui provoquait les céphalées. Deuxièmement, les conditions d'asepsie et de propreté n'étaient pas parfaites, donc il y avait assez volontiers un peu de méningisme qui explique ces céphalées avec une hypertension du LCR. Ça a été effectivement évoqué en 1909 dans le journal de médecine par Aubourg, et ça justifie que certains praticiens faisaient couler le LCR avant d'injecter. C'était parfois 2 à 3 cc. Pour le filiate, c'était 15 à 20 cc. Puis certains, c'était plus simple, ils laissaient l'aiguille en place jusqu'à ce que ça arrête de couler. Bon, c'était une époque, la cocaïne ayant disparu, la sepsie étant, on n'en parle plus.
Alors, quelle était l'idée? L'idée, c'est effectivement de faire un tout petit trou. Donc, pour faire un tout petit trou, il faut une aiguille de très fin diamètre. Et vous voyez dans cette étude qui date quand même de 49, qu'il propose déjà la ponction, on est en obstétrique, donc sur un terrain à risque de céphalée, mais déjà avec des aiguilles réutilisables, on fonctionne avec du 26 gauche. Et on pense à hydrater les malades. C'est deux choses. C'est comme une méthode. Mais surtout, c'est sur l'aiguille qu'on a travaillé. Alors vous voyez, Hoyt, en 1922, en fait, il décrit une aiguille qui est double. Une aiguille qui permet d'aller juste au bord de la dure-mère, et dans lequel on introduit une aiguille beaucoup plus fine pour faire un tout petit trou pour passer la dure-mère. C'est l'aiguille qu'on verra par la suite. Pitkin, il prend le biseau court. Kirchner, c'était surtout pour avoir une sortie latérale, ce qui facilitait dans les rachis continus. Whitacre, bon, bien avant Sprott, avait montré les bienfaits de l'aiguille diamant. Et puis, ici, c'est l'aiguille, c'est un peu plus récent, c'est le double biseau qui n'aura pas beaucoup de succès. La seule aiguille qui va résister au temps et que nous utilisons vraiment actuellement, c'est celle qui dérive de Whitacre ou de Sprott, appelez-les comme vous voulez. Mais on oublie trop, surtout que comme parfois les gens ne relisent pas complètement les articles, on mélange les différents greens, celui qui a fait l'aiguille de 26G, celui qui était Morton Green en 1926, qui a fait la plus belle aiguille de rachis anesthésie que je connaisse. Là, vous voyez, c'est Morton Green, c'est ce beau jeune homme là, en cours de dissection, qui a fait une aiguille qui a la particularité de permettre une injection terminale, mais avec un mandrin qui est semi-conique. Ce qui fait, ça c'est mes petits objets à moi, ce qui fait que cette aiguille, quand on l'utilise ici, eh bien, on a une aiguille conique. Et quand on enlève le mandrin, on a une injection terminale, ce qui évite les risques d'injection à cheval, etc. Alors c'était une aiguille géniale, surtout quand on l'utilisait avec cet introducteur de Pitkin qui évitait d'abîmer les biseaux d'aiguilles qu'on restérilisait à l'époque. Malheureusement, quand on en a reparlé avec les industriels actuels, c'est très difficile à usiner, ça reviendrait trop cher et c'est pour ça qu'elle était abandonnée au profit des Whitacre plus petits. Mais j'ai dû faire plus de 2000 rachis sans céphalée avec ces aiguilles de 22 gauche et cet introduit. Alors, des céphalées, tout le monde en a eu, moi comme vous, on a tous eu des céphalées à un moment donné. Alors, il faut la traiter. La caféine qui reste toujours avec des résultats mitigés, discutés. Parmi les choses assez amusantes que j'ai retrouvées, c'était de l'éthanol en intraveineux. Ah oui, parce que comme ils étaient souvent nauséeux, ils ne pouvaient pas le boire, l'alcool. Et on sait bien quel effet ça a sur notre pression du LCR. Il y a eu, c'est un seul papier, qui est assez curieux d'ailleurs, des Égyptiens en 56, sur la procaïne perfusée par voie veineuse. Je ne sais pas bien ce que ça donne, son article est un peu ambigu. Et puis, il y a eu les prémices, on pense à injecter du sérum Phi en péridurale pour essayer de combler la brèche. Alors on va se dire, c'est Rice le premier qui en a l'idée. Non, non, c'est pas vrai. Avant lui, déjà, on a Thorsen, c'est un Suédois, en fait, qui s'est intéressé, qui a fait, on est dans les années 47-50, c'est les années noires pour nous. C'est lui qui a fait une revue sur tous les accidents graves après rachianesthésie, et il s'est intéressé en particulier aux hématomes sous-duraux, qui sont la conséquence des pertes de LCR. Et c'est lui qui, le premier, écrit qu'il faudrait peut-être, en retirant son aiguille, injecter du sang ou de la fibrine. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est lui l'auteur du Blue Patch. Le plus courageux, c'est Gormley. Gormley qui se fait faire une myélographie. Il a des céphalées pas possibles, il demande à quelqu'un, tiens, tu me fais une péridurale, tu m'injectes mon sang. Le Blue Patch a marché, il l'a refait à 5 ou 6 patients et il a publié. Bon, entre le risque de la péridurale et les céphalées de sa myélographie, surtout dans les myélographies, c'était souvent assez chaud. Celui qui est le plus, à qui on attribue souvent la paternité, c'est Dick Giovanni parce qu'il publie 75, mais moi ce que je retiens surtout c'est Steinmer et Schneider qui sont quand même les grands pontes de la gynécologie à l'époque, et en fait leur article c'est pas un article princeps, c'est une petite lettre dans le courrier de l'anesthésiologie où ils recommandent, où ils citent, ils sont 175 cas avec de très bons résultats. Donc ça c'était pour le Blue Patch. Mais les belles histoires comme l'Arachi, elles ont aussi des périodes noires et nous allons avoir une traversée du désert. Cette traversée du désert, c'est les années 50.
Elle va être due à plusieurs choses. D'abord, le pain total est arrivé, c'est tellement bien de faire d'anesthésie intraveineuse, c'est mieux que le chloroforme, etc. Et puis, l'arachide a eu des adversaires. Forster Kendi c'est son nom, est un neurologue très réputé. Il a déjà publié quelques cas de paraplégie après rachianesthésie. Et là, il y va très fort. Un article au vitriol dans une revue qui, à l'époque, est vraiment une des plus grosses revues, un des plus gros tirages et une lecture très importante dans les années 50, qui sort de Gynecologist Optique. Et il publie cet article en disant que finalement, une paraplégie est un prix trop lourd. Paraplégie chez le patient est un prix trop lourd pour le petit confort du chirurgien. Écrit par cette personne dans cette revue, c'est le genre de choses qui font mal. Vous me posez des questions. Et puis, surtout, il y a Houlet et Roy, deux personnes qui sont devenues célèbres malgré elles. Le troisième, malheureusement, il n'a pas été célèbre, il est mort trop tôt. Ça se passe le 13 octobre 1947, Chesterfield. Le docteur Malcolm Graham, un médecin qui a déjà une expérience, un médecin qui est installé, pas très vieux, mais installé déjà. Et puis deux patients, M. Houlet, M. Rowe, des jeunes patients en bonne santé, ménisectomie du genou, cure d'hydrocèle. Qu'est-ce qui se passe? Déjà au moment de l'injection, il y a des douleurs, l'arachide n'évolue pas comme d'habitude, les choses sont un peu curieuses. Et à la fin de l'arachide, l'arachide ne se lève pas, les patients restent paraplégiques. Pour la petite histoire, il y a eu un troisième patient qui a été opéré par le même anesthésiste le même jour dans la même salle, qui lui aussi s'est retrouvé paraplégique, mais c'était un patient d'occlusion sur un stade terminal qui est mort 5 jours plus tard, donc ça n'a pas fait de bruit. Par contre, l'histoire de M. Houlet et Roy a fait énormément de bruit parce qu'ils ont porté plainte. Il y a eu une campagne de presse épouvantable. Ça a été discuté, quelle était la cause, quels étaient les moyens. Je ne sais pas si je l'ai mis là, j'ai un petit doute. Quelles étaient les causes. Dans le procès, on a fait venir quand même M. McIntosh, Sir McIntosh, comme expert, qui a dit que ça devait être les ampoules qui étaient un peu fissurées, et comme on les faisait tremper dans le formol avant de les donner, dans le phénol pour les donner, il y avait eu une contamination par le phénol. En fait, pendant 20 ans, on a vu sortir régulièrement des articles. Monsieur Graham a été interviewé par certains de ses auteurs, et la solution a été trouvée. En fait, c'est lors de la désinfection. Lorsqu'on a désinfecté, comme l'eau de l'hôpital était très dure, ils avaient utilisé, je crois que c'est de l'acide borique, mais je ne le jurerai pas, pour détartrer le stérilisateur. Et en fait, ils avaient oublié de rincer le stérilisateur. Donc, les seringues, les aiguilles étaient contaminées avec l'acide borique, c'est ce qui est expliqué. Pour la petite histoire, Roy, avant de mourir, a quand même appelé Graham. Ils se sont rencontrés et c'est Roy qui s'est excusé en disant qu'il avait créé beaucoup de soucis à son médecin. C'est un événement qui était doublement important parce que, si vous voulez, ça sonnait là de la rachianesthésie en Angleterre pendant 20 ans et dans beaucoup de pays, surtout en Europe. Même s'il y a toujours eu des gens comme Lansner, comme Gauthier Lafaille et autres qui, dans les années 50-70, faisaient des rachis, ce n'était pas une technique qui était encore vraiment bien enseignée, et autres, parce qu'on avait peur de ces complications. Deuxième point, c'est un point plutôt positif, c'est que les Anglais se sont rendus compte que ces deux pauvres patients, bien sûr, il n'y avait pas de négligence de la part du médecin, donc il n'a pas été condamné, et les patients n'ont pas été indemnisés. Du coup, les juristes anglais qui s'étaient passionnés sur ce projet se sont concertés et ont fait de nouvelles lois qui permettent aux patients d'être indemnisés, même en l'absence de faute prouvée. Elle va revenir, cette rachianesthésie, rassurez-vous, on ne va pas l'abandonner comme ça. Alors, je vous ai simplement montré, là c'est un de mes plateaux qui date d'à peu près des années 76. Je suis revenu à Grenoble, on retrouve bien sûr, ils sont assez copiés sur ceux de Genève. La seule différence, ce sont dans les ampoules que j'ai ici. Qu'est-ce que j'ai dans ces ampoules? J'ai du Citanest, je crois que c'est du Citanest. J'ai encore de l'adrénaline que je n'utilise pas. J'ai toujours de la procaïne. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le souvenir de Houlet et Roy.
C'est-à-dire qu'au début, on avait toujours des ampoules d'eau distillée, et avant de faire l'arachis, la seringue arachis, l'aiguille arachis, on la rinçait avec de l'eau distillée, tellement le souvenir de ces événements était marquant pour nous. Alors, quels sont les facteurs de la Renaissance? Eh bien, vous le verrez en lisant ce livre, effectivement. En France en particulier, c'est les années d'après-guerre, c'est la naissance du corps de l'anesthésie. C'est le bain total qui est en France aussi. C'était les externes de chirurgie qui faisaient les rachis, mais les chirurgiens, c'est des gens toujours très habiles, alors que nous, on est très maladroits. Donc il y a eu un petit complexe aussi qui n'a pas fait. Et puis, 15-20 ans après, ce complexe s'était passé, on ne se rappelait plus que c'était les chirurgiens qui faisaient les rachis comme externes, et on s'est remis à faire des rachis. Le deuxième avantage, la deuxième chose, c'est que, enfin total, puis la neurolepte, on avait quand même des réveils très lourds. Des patients, quand on les voyait le soir, ils ne répondaient pas beaucoup. Donc on essayait de trouver quelque chose, et quand on faisait une rachis, quand on passait le soir avec un patient bien réveillé, oui docteur, je suis en pleine forme, etc., le voisin, parce que c'était souvent des chambres à plusieurs, le voisin disait « Pourquoi moi j'ai pas eu la même anesthésie chez lui ?» Et puis surtout, c'est l'apparition des cathéters veineux, la possibilité d'avoir un abord veineux, d'injecter un voie veineux, puis les monitoring, puis c'était le matériel à âge unique, et puis les anesthésiques prêtes à l'emploi, qui étaient la xylocaïne ou le citanès, avec des solutions hyperbares. Pour la petite histoire, il me reste encore 5 minutes, oui je crois, la fin du complexe vis-à-vis du chirurgien, c'est une histoire qui m'est arrivée quand je suis revenu à Grenoble et que j'ai fait les premières rachis. Je n'étais pas encore tout à fait nommé, et un jour je vois débarquer, alors que je devais faire une rachis, les 3 plus grands chirurgiens du CHU de Grenoble. Ils viennent me voir, moi le petit médecin, donc je n'étais pas très à l'aise, en me disant, écoute, il paraît que tu fais des rachis, on voudrait voir comment tu fais, parce que nous, on faisait ça quand on était externe. Bon, ils m'ont regardé, j'ai fait ma rachis. J'ai eu de la chance, la fonction s'est bien faite, sous le cas, il n'y a pas eu mal, ça a bien marché, tout s'est bien passé. Et puis après, on a discuté, puis moi, j'ai oublié cet événement. Et 15 ans plus tard, dans une salle de thèse, dans la salle du jury de thèse, je croise un de ces chirurgiens et qui me dit « Bon, il y a prescription maintenant, je peux vous le dire. Vous savez, monsieur Dupré, vous m'avez horriblement vexé le jour où je suis venu vous faire des rachis. » Ah bon, qu'est-ce que je vous ai dit? Ben, vous m'avez dit, moi je fais exactement comme vous faisiez, mais je le fais mieux. Et en fait, je le fais mieux parce que j'avais des moyens qu'ils n'avaient pas, c'est ce qu'il fallait dire. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut aller. Donc vous voyez, je n'avais pas trop de complexe vis-à-vis d'eux. Ce qui a été aussi un des gros progrès, c'est cette bupivacaine. Alors je suis d'autant plus content d'en parler parce que, à part la première étude faite bien sûr aux États-Unis, la première véritable étude clinique, c'est mon maître Greg Tsapagnos qui l'a faite. C'était déjà en 1969. Chez nous, c'est arrivé dans les années 76, 78. Enfin, moi, j'ai commencé à en avoir en hyperbar ou en isobar. Et actuellement, malgré les essais des laboratoires, la marcaïne en rachis n'est toujours pas détrônée. Et puis, il faut quand même lui rendre hommage parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui est Tony Jacques. Tony Jacques, c'est le monsieur qui nous... C'est pas le premier qui ait publié un article avec de la morphine en rachis, même de l'ère moderne, mais c'est quand même le monsieur qui a le plus montré les récepteurs aux opiacés, puis maintenant il travaille sur d'autres molécules, etc., mais qui nous a montré qu'on pouvait utiliser la morphine en rachis et en péridurale, ce qui a complètement changé, je dirais, à partir des années 80-90, la gestion de l'analgésie post-opératoire. Alors pour la petite histoire, ce qui est quand même drôle, c'est que Tony Jacques, qui travaille toujours, qui n'est pas encore à la retraite, ce n'est pas un anesthésiste. Au départ, c'est un neurobiologiste. Et puis, ses travaux l'ont amené à s'intéresser à l'anesthésie, ce qui lui a permis de devenir professeur à la Mayo Clinique. Et il a fini ce poste qu'il occupe toujours maintenant. Il est, enfin non, je crois qu'il a arrêté à chef de service, mais il a fini comme chef de service d'anesthésiologie. Pour quelqu'un qui n'est pas anesthésiste, c'est quand même pas mal. Et la deuxième chose qui est quand même aussi extraordinaire, c'est qu'en 1994, l'ASA lui a donné sa célèbre médaille, le ASA Award, qui est vraiment, et c'est le seul, après il y en a eu un ou deux je crois, mais c'était vraiment le seul non-anesthésiste à être ainsi récompensé. Voilà, ça c'est une petite boîte de spirocaïne Périmor 52, mais que j'ai toujours dans ma collection. Je vous remercie de votre attention.